Là, ton chapeau en tant que dirigeant va changer. Es-tu prêt à évoluer, à développer ton entreprise pour atteindre la prochaine étape? Puis c'est pour ça que des gens comme toi puis moi, l'idée, c'est les prendre, les sortir des opérations, voir les choses autrement, voir de plus loin, voir de façon stratégique. Puis après ça, les aider à les aligner. Ils prennent les bonnes décisions, puis là, tout d'un coup, leur situation s'améliore. Puis ils réalisent, ah, mon Dieu, je pourrais peut-être penser à doubler finalement. Puis moi, je pense que c'est ça ta grande force. C'est, quand tu parles de 2 par 4, c'est où qu'il faut que tu fasses un coup de 2 par 4 pour que ça change. Exactement. Ça prend du courage managérial, puis c'est dur. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Alexandre Vizina, bienvenue. Merci. Alexandre, je suis très contente que tu aies pris la peine de faire la route pour venir me voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je t'ai réservé pour t'avoir ici dans le podcast parce que, en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne, mais j'ai l'impression de te connaître parce qu'on se connaît par les réseaux sociaux, par LinkedIn, par ce désir d'avoir un impact auprès des entrepreneurs. Et moi, je te suis depuis longtemps et avec des échanges qu'on a eus, on s'est rendu compte que, tu sais, on avait la même vision, le même désir d'aider. Alors aujourd'hui, se veut vraiment un échange pour inspirer nos entrepreneurs. Et toi, tu as une spécialité, en fait, que moi, j'ai pas, qui est de beaucoup accompagner les entrepreneurs au début de leur croissance. Donc, tu nous disais du 0, 20 employés. Fait que tu vas pouvoir nous parler de ces bonnes pratiques-là. Je pense que, tu sais, on est les deux freaks de bonnes pratiques et d'outils. Alors, bienvenue, merci d'être là. Merci, puis du concret. Ah, my God! C'est ça qui est important. Puis on a la même volonté. Moi, j'ai toujours dit, depuis des années, que ma mission à moi, personnelle, professionnelle, c'est d'améliorer la situation des entrepreneurs. Oui. Donc, chaque action est toujours en cohérence avec ça. Puis on a ce désir-là. Fait qu'il y a une question d'impact, une question de répercussion aussi. Oui. Puis c'est ce qu'on veut. T'sais, on veut voir nos entrepreneurs progresser, prospérer à leur rythme qu'ils ont décidé. Puis c'est là-dessus qu'on se rejoint beaucoup. Oui, tu as tellement raison. Puis je trouve que tu parles très bien. Juste en partant comme ça, c'est très clair. Mais tu es quelqu'un aussi qui a écrit plusieurs livres. Tu vas avoir la chance de nous en parler. Mais j'aime toujours connaître l'individu. Alors là, tant qu'à t'avoir ici, j'aimerais ça que tu me racontes un peu ton parcours. Écoute, moi, je dis tout le temps que c'est un parcours standard. Tu sais, j'ai pas eu de drame vraiment dans ma vie quand j'étais jeune, etc. Mais j'avais toujours la volonté de quand même vouloir aider, mais aider en optimisant, en regardant pour améliorer, faire autrement. Puis c'est au fur et à mesure de mon parcours qu'il y a eu comme un déclic au niveau de la business, des affaires. J'avais travaillé dans une épicerie. Puis moi, je voyais les opportunités. Puis rapidement, j'étais devenu comme à 15 ans, là, un peu directeur de fin de semaine. Superviseur de fin de semaine. Fait que, pour gérer des gens qui avaient 2, 3, des fois 4 fois mon âge, pour guider sur qu'est-ce qui doit être fait, etc. Fait que, il y a le côté autonomie, responsabilité qui s'est développé, initiative, qui s'est développé quand même très rapidement dans mon jeune âge. Puis l'aspect business, amélioré, optimisé. Fait que, de fil en aiguille, j'ai eu un cursus scolaire axé sur la business, l'administration des affaires, cégep, à l'université aussi. Puis après l'université, moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais comme une vague idée. Tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Pas du tout. Non? OK. Moi, mes 2 parents, c'était des professeurs de primaire. OK. Fait que moi, j'avais des dictées tous les soirs.
ton français est impeccable, c'est pas pour que tu écris des livres? Peut-être. Mais j'avais mes amis à l'époque, au niveau du secondaire, m'appelaient l'Académie française. OK. Parce que souvent, je les reprenais sur certains éléments. À ça, je fais attention. Là. Oui. Mais je les reprenais. Fait que, tu sais, c'est peut-être le goût de l'écriture aussi. Oui, bien tellement. A été développé avec ça. Puis il y a eu un bout de temps, je voulais devenir journaliste. OK. Avant de décider de m'enligner vers plus la business, l'administration. Mais dans mon cursus scolaire, rapidement, j'ai réalisé que ce qui me motivait vraiment, c'est pas les grandes entreprises. C'était les petites entreprises, puis les humains, les entrepreneurs derrière les entreprises. Mais moi, je ne savais pas que ça existait consultant à l'époque. Tu sais, on est jeune, on est naïf. Ben oui. Fait que moi, je me disais, je vais devenir directeur général, partagé pour quelques petites entreprises. Fait que ça a fait partie, tu sais, le cheminement là, de début de carrière a été beaucoup orienté là-dessus. OK. Et là, quand tu sors de l'école, tu viens de la région de Québec, c'est ça? Tu es toujours, puis là, tu es toujours dans ce coin-là. Je suis revenu dans ce coin-là. Tu es revenu dans ce coin-là. Et là, tu sors de l'école. Est-ce que tu as travaillé pour quelqu'un ou tu es tout de suite parti à ton compte? J'ai travaillé pour J.D. Irving. OK. Au Nouveau-Brunswick. OK. Avant la fin de l'université, j'avais déjà été engagé pour aller travailler chez J.D. Irving dans la production forestière. Wow. J.D. Irving, la grande famille Irving possède, on en entend beaucoup parler au niveau de l'essence, mais il y a une division construction navale, puis après ça, tu as la troisième division, ça se trouve à être J.D. Irving. Okay. Eux autres possèdent plein de scieries, des terres à bois, tout ce qui est du papier de toilette, de Majesta, je pense, les frites Cavendish, des centres de rénovation. Au niveau, là, Nouveau-Brunswick puis Maine sont diversifiés, puis ont tout. Fait que je suis allé travailler dans la production forestière pour eux, directement, mais pour améliorer les opérations forestières là-bas. OK. Fait que ton désir d'optimisation était là, avec un background entrepreneurial, je dirais un peu, ou un désir entrepreneurial, ou comment tu le vois? Un désir, mais plus intrapreneurial. OK. Et là, tu travailles là-bas, et là, qu'est-ce qui se passe? Crise forestière, parité du dollar. Eux autres, ils exportaient tout aux États-Unis. Tu sais, ma deuxième journée, j'étais dans un meeting de direction, vu que je faisais partie de l'équipe d'amélioration continue là-bas. Oui. Meeting de direction, puis ça s'appelle « Faut couper ». Deuxième journée, là, je suis là. Fait que là, je lève la main, je dis « couper ma job, couper mon salaire ». Puis là, eux autres disent « non, tu viens d'arriver, on a besoin de toi ». Je dis « oui, mais moi, avant d'être opérationnel, là, puis les formations que je devais faire au niveau de la certification Lean, Six Sigma, etc., il y en avait pour un an et demi. Oui. Fait que j'embarquais dans un processus. Fait que je leur ai dit, coupez-moi. Fait que finalement, après 4 mois, ils ont dit, bon, on est rendu à toi, Alex. Fait qu'on a fait des coupures partout. Fait que quand ils ont coupé mon poste, c'est là que je suis revenu au Québec, puis je me suis mis à travailler dans le développement économique. Dans le développement économique. Et développement économique, est-ce que tu étais plus pour le gouvernement à ce moment-là? C'est quel rôle tu occupais? C'est paragouvernemental. Ah, OK. Moi, je travaillais pour le côté fédéral, donc une SADC. Oui. Il y en a partout au Québec, là. Donc, Société d'aide au développement de la collectivité, dans Bellechasse et de Chemin, dans Chaudière-Appalaches. J'ai travaillé là pendant un bout de temps sur des projets spéciaux au niveau de l'innovation, au niveau de l'optimisation, au niveau des ressources humaines aussi. Fait que je travaillais avec plusieurs entreprises là-bas directement. Puis de fil en aiguille, là, j'ai travaillé au niveau des cours en prédémarrage d'entreprise, démarrage, gestion, croissance dans Chaudière-Appalaches. Puis le goût de vouloir aider les entrepreneurs, mais là, c'était directement ça que je faisais. C'est en plein dedans. Et là, tant qu'à travailler avec des entrepreneurs, tu as le goût d'être toi-même entrepreneur. Puis ça a été comme le début de l'époque où est-ce que je me suis lancé graduellement en consultation, mais que je me suis mis à investir aussi dans des entreprises. Donc, j'ai joué au dragon pendant quelques années aussi. Ah, c'est intéressant parce que toi, tu voyais aussi les entreprises, tu sais. Et t'avais-tu, tu sais, lorsque tu investissais dans les entreprises, avais-tu des critères spécifiques? Est-ce que... J'avais un système là, que j'avais développé initialement, mais qui n'a pas tout à fait fonctionné, bien sûr. Non, mais il y avait une entreprise de comptabilité, une autre de communication, un autre système au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs. Puis en parallèle de ça, j'étais impliqué aussi dans une entreprise de transport, les gros camions. Là. Moi, j'en ai possédé plusieurs, mais j'en ai jamais conduit. Puis je ne peux pas en conduire non plus. Fait que, tu sais,
C'était des fois comme investisseur stratégique, puis d'autres fois vraiment comme investisseur, mais plus opérationnel aussi. Comme l'entreprise de transport, j'ai joué le rôle de directeur général dans cette organisation-là pendant quelques années aussi, en même temps que j'aidais au niveau des entrepreneurs qui étaient en croissance. Fait qu'un peu touche à tout, là. Oui. Un peu touche à tout, puis j'imagine que c'est ça qui a forgé ton expertise aussi. T'sais. Oui, mais tu sais, c'est le côté généraliste, c'est le côté curiosité, d'apprendre. Oui. Mais surtout de l'apprentissage concret qu'on peut mettre en application rapidement. Tu sais, c'est tout le temps une question d'impact, finalement. Oui. Donc, à chaque fois que je faisais les apprentissages, je les faisais un peu en accéléré. Oui. C'est pas juste lire des livres puis accumuler de l'information. Parce que toi, tu étais dans le feu de l'action, là. Dans le feu de l'action. Tu t'as investi, c'est ton cash, right? Exactement. C'est mon cash. Le succès de l'entreprise ou non, l'impact est directement dans le portefeuille. Fait que, travailler plus fort, faire des concessions, les sacrifices qui viennent avec, réinjecter de l'argent quand ça va mal, couper sa paye de temps en temps. C'est toutes des choses qu'on vit, mais c'est quand qu'on le vit qu'on comprend réellement c'est quoi. Quand tu donnes des conseils, mais tu ne l'as pas vécu, des fois, il y a une nuance, il y a un détachement qui est plus facile. Puis moi, je me rappelais de chez mes clients qui se faisaient dire des choses par leurs financiers, les institutions financières. Puis je disais, non, attends un peu. Eux autres, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toute cette mise en application-là qui est essentielle. Oui. Puis aujourd'hui, on regardera la meilleure façon d'apprendre et d'évoluer, c'est de mettre en application, right? Tout à fait. On est là-dedans, on est là-dedans. Et là, tu décides d'être un consultant à un certain moment donné. Combien d'années? Ça fait combien d'années que tu es consultant? Depuis 2011. 2011, OK. Depuis 2011 que j'accompagne en consultation des entrepreneurs, que ce soit moi tout seul ou j'ai eu une entreprise qui faisait de l'accompagnement aussi qui s'appelait la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec, qui finalement, on était dans 4 provinces canadiennes à la fin, quand j'ai décidé de mettre la clé dans la porte il y a 2 ans pour revenir finalement en solo. Oui. Ça fait c'est pas facile, hein, le monde entrepreneurial, avec puis ça, on va avoir la chance d'en reparler, là, des défis que les entrepreneurs vont vivre. Mais à travers tout ça, tu as commencé d'emblée ce podcast-là avec un français impeccable pour expliquer qu'est-ce qu'on avait en commun. Et là, on a parlé d'un goût de l'écriture. Peux-tu nous parler un peu qu'est-ce qui a fait? Parce que tu as écrit plusieurs livres. Fait que parle-nous un peu de où c'est parti, qu'est-ce que tu as écrit comme livre. Et je te remercie, tu m'as envoyé ton dernier livre, 2x4. J'adore le titre, fait que tu pourras nous parler de ce livre-là également. Mais parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'a amené là. J'ai toujours aimé l'écriture, le français, comme on disait tantôt. Toutefois, tout ça est parti d'une réflexion stratégique que je m'étais faite moi-même, qui est partie du décès de ma mère. OK. J'avais, je pense, 23 ans ou 24 ans lorsque ma mère est décédée d'un cancer du sein, puis c'était généralisé, puis etc. Mais ça remet les choses en perspective, tu le sais. Oui. On sait, c'est comme si on a un compteur. Puis moi, je me suis dit à ce moment-là, j'avais 23, 24 ans. Je me suis dit, OK, ça se peut qu'à 50 ans, je décède. Donc, qu'est-ce que je veux avoir accompli, moi, Alexandre Vézina, pour mes 50 ans? Je me suis fait une bucket list avec mes aspirations. Puis c'est là que je suis revenu à la base sur c'est quoi ma mission? Oui. C'est quoi ma vision? C'est quoi mes valeurs? Fait qu'on le fait souvent pour les entreprises, mais de le ramener à soi puis de se traiter soi-même comme une entreprise aussi. À redéfinir c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes priorités? C'est quoi mes talents, mes zones de génie? Quels sont les éléments à faire attention? Donc, mes limitations. Limitations dans le sens, c'est pas mes zones de génie. Exact, tu veux pas aller là. Non, exactement. Donc, il faut rester centré sur ses talents. Puis quand j'ai fait toute cette réflexion-là, bien, les accomplissements que je voulais faire, à l'époque, je m'étais dit, je vais avoir rédigé 50 livres pour mes 50 ans. Wow! Tu sais, on parle de défis ou de buts audacieux, des fois. Oui. Fait que c'était ce que je m'étais dit. Mais tu sais, il faut que tu commences à quelque part aussi. Fait que l'idée, le premier livre que j'ai rédigé, ça s'appelait « Enfin les vraies affaires ». Et c'était un écho à toutes les questions qu'on me posait régulièrement pour des entreprises qui étaient plus dans leurs premières années de vie. Fait que j'ai pris chacune des questions, puis j'ai écrit un livre short and sweet, un chapitre, 1 page, 2 pages maximum. On va à l'essentiel, pas de blabla, pas trop de mise en situation. C'était très brut comme écriture. Mais ça donnait l'élan.
Oui, je comprends. Ça créait le premier. Puis avec les ventes de ce premier livre-là, bien, la maison d'édition a dit « J'en veux un deuxième, je veux la continuité ». Fait que j'ai écrit le tome 2, après ça, le tome 3. Puis finalement, avec les ventes, bien là, ça prenait un autre sujet, puis d'autres. Fait que il y a eu comme un effet d'entraînement. Est-ce que je veux encore en avoir écrit pour mes 50 ans? 50? Pas nécessairement. Tu sais, là, il y avait une question de volume, tandis que là, c'est plus une question de qualité aussi. Oui. Puis une question d'impact. C'est-tu à propos ou ce l'est pas? Là? Oui. Si tu es interpellé par le sujet, tu vas le faire. Tout à fait. Exactement. Fait que c'est ce désir-là de réflexion personnelle, de dire, regarde, sais-tu quoi, je vais moins écrire parce que toi, tu as tellement... Tu sais, je trouve que des fois, on est tellement privilégiés d'être dans des positions où on voit le cœur de plusieurs entreprises qu'à un certain moment donné, on a beaucoup, je pense, aussi à partager. Tu sais, on voit plus la forêt que chacun des arbres, tu sais, individuellement pour les organisations. Tout à fait. Puis tu sais, avec l'expérience, justement, tu vois qu'est-ce qui est de la théorie, Oui. puis des éléments que tu peux vraiment mettre en application. Puis tu vois l'écart entre les deux. Oui. Puis quand tu l'as vécu à répétition ou avec des clients, tu le sais, en accompagnement, bien là, tu peux être beaucoup plus à propos. Puis des fois, avec le pas de recul, bien, c'est là que tu as comme un bon sujet à traiter, que tu dis, OK, ça, il faudrait que tous les entrepreneurs lisent ça. Oui. Ou prennent le temps de réfléchir Oui. à ces questions-là, à mettre en application ça. Puis toujours dans un souci d'avoir un impact Oui. pour pouvoir améliorer leur situation. Puis quand je dis améliorer leur situation, c'est autant l'entrepreneur que l'entreprise. L'humain et l'organisation. L'humain et l'organisation. Des fois, on se concentre beaucoup sur l'organisation ou beaucoup sur l'humain dans les interventions, mais là, c'est une question d'équilibre aussi entre les deux. Écoute, je te partage quelque chose de personnel que j'ai, parce que tu as parlé beaucoup de raison d'être. Suite à mon cancer, je m'étais dit, si je sors de mon cancer, je vais aller faire une formation aux États-Unis avec Chip Conley, qui a écrit le livre Learning to Love the Midlife, qui a créé le Modern Elder Academy. Je m'étais fait cette promesse-là à moi-même de dire, je m'en vais là. Et lui, il est vraiment spécialisé dans les grandes transitions que tu vis dans ta vie. Puis ça, je trouve qu'on sous-estime ça complètement dans la vie des entrepreneurs. Et ça m'a amené à réfléchir à mon BI, à ma raison d'être. Donc, pourquoi je me lève à tous les matins? Moi, j'ai toujours dit depuis 15 ans, c'est pour inspirer, être complice du succès des entrepreneurs. Parce que je voulais pas être une conférencière puis juste faire un petit pow-wow. Je voulais être complice du succès. Mais ça m'a amené à revisiter ma raison d'être. Et dans le fond, à force de discussion pendant une semaine, je me suis dit, en fait, pourquoi je fais ce que je fais? C'est pour connecter la tête et le cœur de l'entrepreneur. Puis c'est là qu'on crée de l'impact puis du sens. Fait que, tu sais, je te le partage parce que c'est toujours bon de se re-questionner à différentes phases de notre vie puis d'arriver avec quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle. Et toi, tu as toujours, je pense que tu as ce don-là, justement, d'écriture. Et ton dernier livre, 2x4, je pense que c'était pour faire un peu, créer un éveil chez les entrepreneurs. Fait que peux-tu nous en parler un peu de ce livre-là? Parce que le titre est accrocheur, right? Tout à fait. Puis j'ai écrit une première version de ce livre-là en 2018. OK. Sauf que moi, je trouvais qu'il n'était plus tout à fait d'actualité. Fait que lorsque la maison d'édition m'a demandé de voir, OK, on en réimprime-tu les copies, les ventes vont bien, etc., j'ai dit non. J'ai dit, je vais le réécrire au complet. Puis finalement, c'est une nouvelle maison d'édition qui l'a édité, c'est Béliveau Éditeur. Oui. Mais je l'ai réécrit au complet. 2x4, d'où ça sort? C'est, d'un, j'ai une approche un peu plus directe dans les propos, dans le genre de « arrête de niaiser si tu veux réussir ». Il y a des actions à entreprendre, il y a des réflexions, mais il y a des actions aussi à mettre en place. Puis quand même assez rapidement pour avoir du succès, tu le sais. Donc, l'idée, c'est de provoquer des prises de conscience. Parce qu'un coup de 2x4, ça fait mal. Ça déstabilise. Comme entrepreneur, on en subit, on en reçoit régulièrement. Que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle avec notre entreprise. Parce qu'on prend des gros risques. Parce qu'on prend des risques, puis c'est juste normal. Puis quand tout va bien, là, c'est sûr qu'il y a un coup qui va arriver à un moment donné. On le sait. Oui. Donc, il vaut mieux être bien préparé, les voir venir. Fait que le livre, 2x4, c'est un peu ça. L'idée, c'est de provoquer des prises de conscience sur des sujets pour ramener les gens à réfléchir, mais surtout à passer à l'action pour dire, OK, là, ça, oui, je l'ai déjà vécu, puis finalement, je ne l'ai pas corrigé. Ou, si, oh mon Dieu, cette situation-là, supposons la maladie, ça peut arriver. Donc, c'est quoi ton plan de contingence si ça arrive? Qui peut prendre le relais? C'est qui ton plan B? C'est qui ton joueur de remplacement? Pour toi aussi directement, pour l'entreprise. Donc, de revenir, il y a une 50aine de sujets un peu comme ça. L'idée, c'est de provoquer une prise de conscience, que les gens disent « Oh mon Dieu, Alex, il me fait chier,
mais il a raison. Moi, c'est l'éveil. C'est ça Mais le mot exactement. que je décris. Il faut que je fasse attention à telle chose. Puis j'ai des questionnements, j'ai des pistes d'action, il faut que je les mette en place. Oui. Fait que l'idée, c'est, dans ce livre-là, il y a au moins une chose qu'un entrepreneur va lire, qui va pouvoir mettre en application rapidement pour avoir un impact dans son entreprise. Parce que c'est ça le but, tu sais, c'est... Puis là, ça m'amène quelque chose, tu sais, dans le fond, quand tu prends en action, là, pourquoi certaines organisations sont dans l'inertie? C'est la peur du changement. C'est ça. La peur du changement. C'est beaucoup ça. Puis, tu sais, les peurs fondamentales en business, là, tu as, oui, la peur du changement, tu as la peur de l'échec, puis tu as la peur du succès, de la réussite. Oui. C'est comme si les gens ont de la difficulté à accepter. Mais on évolue tous. Puis si ton entreprise évolue, tu as le devoir, comme entrepreneur, comme propriétaire, d'évoluer aussi au même rythme, parce que le rôle va changer, va évoluer. Il y a des nouveaux réflexes d'affaires à développer. Il y a une vision stratégique qui est différente. Passer, exemple d'un entrepreneur qui est plus solo, à gestionnaire de quelques employés, il y a une transition qui s'opère aussi. Puis là, avec un comité de gestion, puis là, une structure, des processus, c'est plus du tout la même entreprise qu'on avait initialement. Mais il y a comme une mutation, finalement, d'entreprise qui se passe au fur et à mesure, mais comme entrepreneur, on se doit nous-mêmes d'évoluer au bon rythme. Sinon, il va y avoir comme une problématique, puis c'est ça qui crée souvent de l'inertie. Tout part de l'entrepreneur. Tout part de l'entrepreneur. Puis c'est là que, tu sais, puis tantôt, juste avant qu'on commence le podcast, tu sais, toutes les deux, là, tu sais, mettons, si on a résumé notre cheval de bataille des 15 dernières années, c'est d'être entouré des bons humains. Tout à fait. Fait que là, tu viens nous parler de l'évolution de l'entrepreneur. Puis, tu sais, nous autres, on dit tout le temps dans notre jargon, si tu veux faire 10x ta business, il faut que tu fasses 10x le développement de tes gens. Tu sais, sinon, si tu n'as pas la capacité, les gens n'auront pas la capacité et ça va dépasser leurs compétences. Donc, fait qu'il y a cette notion-là, mais comment tu vois l'humain dans un monde aujourd'hui où tout va vite? C'est tough, non? C'est tough. Mais ça prend les bons outils. Oui. Pas nécessairement pour en faire plus, mais pour travailler plus intelligemment. Ça, là, c'est un classique. Puis les gens, souvent, ne se remettent pas eux-mêmes en question. Moi, ce que je dis, c'est au moins aux 5 ans, comme entrepreneur, on devrait faire une réflexion stratégique sur soi, puis minimum sur l'entreprise aussi. Oui. Mais remettre en question plusieurs éléments. Oui. Mais il faut le faire avec son équipe aussi. Parce que les compétences qu'on a dans notre équipe aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'on a besoin en fonction de notre vision? En fonction de notre situation souhaitée de notre entreprise. S'il y a un écart entre les deux, il faut former les gens. Il faut aller chercher des nouveaux talents. Il faut s'organiser pour avoir dans notre équipe les bonnes personnes. Pas conserver des gens qui ne nous permettront pas de continuer à grandir, à évoluer. Les besoins changent aussi dans les phases organisationnelles. Exact. Tout à fait. Mais il faut valider l'individualité de chacun des membres de son équipe, de bien les connaître leurs facteurs motivationnels. Mais ça nécessite que, comme entrepreneur, il faut voir nos employés pas nécessairement comme des numéros ou uniquement comme des bras, mais comme des individus qui ont chacun un cerveau, qui des fois on néglige, on ne se le cachera pas, OK? Pour aller chercher le meilleur de tout le monde. Puis c'est pas un citron qu'on veut presser, là. C'est pas ça du tout. Mais l'idée, c'est de pouvoir aider nos meilleurs employés, nos meilleures ressources à développer leurs compétences adéquatement, puis développer leurs talents. Puis souvent, on oublie. Chaque personne a des talents, puis chaque personne a des talents uniques. Fait qu'il faut revenir sur ces éléments-là. Mais il faut, comme gestionnaire, les découvrir adéquatement. Et puis c'est là qu'il faut se développer qu'en tant que leader, être un leader inspirant. Puis tu sais, dans ton volet, justement, dans ton expertise à toi, où tu accompagnes, tu vas avoir des cohortes, tu vas accompagner des entrepreneurs et tout. C'est quoi les étapes? Parce que tu parles beaucoup, tu as le solopreneur, mais là, du 0 à 20, là, il y a différentes étapes. Fait que quelqu'un qui est dans cette situation-là, qu'est-ce que tu recommandes? 1, remettre en question ces éléments puis revoir ces processus. Parce qu'à chacune des étapes, tu démarres, tu es tout seul. Tu engages ton premier employé, c'est la première étape. Du premier employé à 3 employés. Souvent, c'est des gens que tu engages pour venir te supporter dans tes initiatives ou ton expertise ou encore pour faire la job. Mais les gens ne sont pas en phase des clients souvent. Après ça, là, je ne parle pas des commerces de détail, je parle plus des autres types d'entreprises. Après ça, c'est 4 à 10 employés. C'est une autre étape. Mais comme entrepreneur,
Là, c'est plus juste une vision de solo, c'est une vision d'équipe. C'est une culture d'équipe aussi. Il y a des réflexes de gestion, de délégation qui commencent beaucoup plus, de créer l'autonomie, de lâcher prise sur certaines choses, devenir plus un gestionnaire, parce que là, il faut gérer nos gens. On ne peut plus être uniquement dans les opérations d'entreprise. 11 à 20 employés, c'est la prochaine étape. Mais à chacune de ces étapes-là, après ça, 20, 50, 50, 100, etc. Donc, dans chacune de ces étapes-là, il y a des transitions. Il y a des changements à apporter. Oui. Puis il y a des optimisations à faire. Oui. Puis souvent, les gens ne font pas les optimisations nécessaires à chacune des étapes. Puis c'est là qu'on laisse traîner beaucoup d'argent sur la table. Puis c'est là qu'on manque de marge de manœuvre pour pouvoir supporter une hyper-croissance ou continuer à faire progresser l'entreprise parce qu'on n'a pas optimisé à chacune des étapes. Fait que c'est super important. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans chacune de ces étapes-là, dans les plus grosses aussi, là. Mais la majorité, c'est OK, mais comment je fais? Parce qu'ils ont de la difficulté à changer d'étape. Puis la première fois que j'ai fait une cohorte, je me rappelle, c'est Service Québec à l'époque qui m'avait demandé de faire de quoi dans la région de Chaudière-Appalaches. Puis eux autres ciblaient les entreprises, à l'époque, ça faisait 5 ans, qui étaient en opération, qui avaient comme à peu près 5 employés, qui avaient de la difficulté à passer à la prochaine étape. Puis ça a été avec eux autres que j'ai fait ma première cohorte de groupe au niveau de la croissance. Ça s'appelait une cellule de propulsion. Oui. Mais j'en ai fait peut-être une 50aine de cellules de propulsion depuis ce temps-là. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est quoi les réflexes à développer? C'est quoi les processus à mettre en place pour pouvoir les faire progresser? Fait que, tu sais, un peu dans la philosophie aussi de l'hypercroissance, il y a des outils incroyables avec Scaling Up, etc. Mais là, l'idée, c'était d'avoir de quoi vraiment adapter à la TTTTPE, à la petite entreprise, mais qui a la volonté de vouloir progresser, mais qui ne sait pas comment. Oui. Mais quand on leur donne les bons outils, ce qui semblait difficile puis impossible, tout d'un coup devient possible. Oui. Puis à chaque fois qu'ils changeaient d'étape, là, moi, je me rappelle, j'avais des entrepreneurs qui disaient « Ah, moi, jamais je vais dépasser le 10 employés. » Puis là, quand ils arrivaient là, la structure en place, les processus, Ça, c'était pas... « Ah, mon Dieu, c'était pas si compliqué que ça. » Donc, oui, j'ai le goût. OK, mais dans quel rôle? Parce que là, ton chapeau en tant que dirigeant va changer. Exact. Es-tu prêt à évoluer, à développer ton entreprise pour atteindre la prochaine étape, puis la prochaine étape? Fait qu'après ça devient une question de volonté de l'entrepreneur. Une volonté. Tellement. Et quand je me préparais à l'entrevue avec toi, Alexandre, tu as quand même parlé beaucoup dans les journaux et dans différentes entrevues, articles, tout ça, l'importance du cash flow, des liquidités. Puis, curieusement, moi, dans les 4 décisions de Scaling Up, quand je fais des sondages, mettons, j'ai une audience, puis là, je vais dire laquelle des décisions est la plus critique à votre croissance, les individus, la stratégie, l'exécution, les liquidités. Le plus faible, c'est toujours les liquidités. C'est comme si les gens ne comprennent pas tout simplement les liquidités et vont être habitués d'avoir un certain montant, mais là, ils sont rendus à 12 millions avec un inventaire de 4 millions, puis il y a les mêmes liquidités qu'il y avait quand ils faisaient 1 million. Tu sais, je donne le paradigme. Fait que peux-tu nous partager un peu ton expérience par rapport à ça, l'importance des liquidités en tant qu'entrepreneur? Écoute, souvent, comme tu le mentionnes, c'est négligé. Mais pourtant, c'est le nerf de la guerre. C'est l'oxygène de la business. Tout à fait. Puis, tu sais, quand je parle d'optimiser, de chercher à créer le plus de marge de manœuvre, c'est souvent au niveau des liquidités parce que les gens continuent à gérer leur business, même s'ils sont rendus complètement à un autre niveau, comme ils l'étaient avant, puis très serré. Or, il faut faire autrement, puis il faut aller chercher le maximum parce que la game de la business, elle change en fonction des différentes étapes, en fonction du type de clientèle. Puis moi, je me rappelle, là, il y avait en Beauce, il y avait des organisations de développement économique qui m'avaient contacté pour que j'aille faire une intervention rapide, d'urgence dans une entreprise. En rentrant dans l'entreprise, là, faillite technique. L'entreprise était en forte croissance, mais au niveau des liquidités, c'était une faillite technique. L'entreprise, là, si je voulais lâcher demain matin, il fallait que le propriétaire me paye. Parce que c'était dans le moins au niveau des actifs puis au niveau du... Bon. Fait que finalement, il a fallu revirer ça de bord. Mais l'entreprise, là, elle avait doublé son chiffre d'affaires, elle passait de 2 millions à 4 millions par année. Mais à cause que les processus, les systèmes n'avaient pas suivi versus les changements dans les contrats qui avaient été opérés, à chaque vente que cet entrepreneur-là faisait, bien, il créait sa tombe, il creusait son trou. Ça, il payait pour vendre. Mais oui, tout à fait. Parce qu'il n'avait pas remis en question, parce qu'il continuait. Mais
c'est pas la même charge, c'est pas les mêmes frais. Fait que, tu sais, de revoir ces éléments-là, puis à chaque transition, revoir en profondeur. Oui. Puis se donner la marge de sécurité nécessaire au niveau du développement. Mais ça se calcule. Je suis pas comptable. Mais il faut faire attention à ces éléments-là. Calculer sous forme de centre de coût aussi, puis de centre de profit. Avoir une vision beaucoup plus large. Mais ça se développe avec le temps. Oui. Mais c'est nécessaire si on veut continuer à progresser, à prospérer. Oui. Pas d'argent, pas de business. Là. Exactement. C'est comme au Monopoly, t'es game over. Tout à fait. T'as plus de cash, t'es game over. Mais quels sont les... tu sais, mettons que là, on a un entrepreneur qu'on est en train d'interpeller, là, tu sais, qui dit hey, « Moi, il me semble que je suis pas bon avec mon cash. » là, tu sais. Fait que c'est quoi les questions qu'il devrait se poser ou qu'est-ce qu'il devrait regarder? Il faudrait qu'il fasse une analyse de ses chiffres ou que son comptable lui sorte l'analyse, explique chacune des dépenses. Oui. On revalide chacune des dépenses. Là, je ne parle pas des postes de dépenses. Il faut remettre en question chaque dépense dans l'entreprise. S'il y a un poste télécommunication, ce n'est pas de télécommunication, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce poste-là? Combien que je paye? C'est-tu nécessaire? En as-tu vraiment besoin? Oui. Parce que souvent, comme j'ai dit, dans les transitions, on continue à utiliser des outils ou à payer pour certains services ou certaines choses qui puent d'actualité. Donc, de remettre en question chacune des dépenses. Après ça, dépendamment du secteur d'activité, ben, on peut voir, on peut avoir accès à des comparables pour voir est-ce que notre entreprise performe ou non versus le marché. Donc, c'est un minimum d'aller chercher cette information-là. Puis si vous n'êtes pas en mesure d'avoir ça, ben, demandez à votre comptable de vous sortir l'information ou le contrôleur. Parce que contrôler ces chiffres, la vraie mesure pour nous aider à prendre les meilleures décisions, c'est ça. Oui. C'est les chiffres. Fait que de revoir les dépenses, après ça, revoir toutes les sources de revenus, nos marges de profit. Est-ce qu'on est dedans ou pas? Qu'est-ce qu'on vise? Puis au niveau des liquidités, là, il y a des ratios essentiels. Fait que c'est ces éléments-là. Il y a des paramètres qu'on veut suivre. C'est à nous de les identifier puis de les suivre de façon religieuse. Religieuse. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est comme l'espèce de choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu sais, souvent, tu as des entrepreneurs passionnés par leurs produits, par leurs services, puis ils trippent. C'est comme, j'ai un contrôleur qui est en place. Bien, tu sais, hier, j'ai parlé à une entrepreneur qui a mis un contrôleur en place. Elle s'est fait voler 35 000 par cet employé-là au cours des 5 dernières années parce qu'elle se payait des petits salaires de plus. Tu sais, puis là, on a... Mais il faut que l'entrepreneur soit vraiment en contrôle de ses chiffres, première des choses. Mais tu as parlé aussi beaucoup de... puis ça fait partie de nos 7 leviers, nous, dans nos outils, quand on parle de l'outil, le Power of One, quand on parle de cash flow. Le prix. Comment qu'on sous-estime l'importance du prix? Fait que peux-tu nous parler de ça? Mais tu sais, tu parles de l'outil de Power of One que j'ai déjà utilisé. Moi, les outils de Scaling Up, je les utilisais à l'époque. Oui. Ça a été ma base pour développer mon approche aussi avec les petites entreprises. Mais on néglige souvent, justement, tu sais, les ajustements minimes, l'impact sur la ligne d'en bas. Tu sais, tu travailles sur des dépenses à quelques pourcentages, tes revenus quelques pourcentages, puis tout d'un coup, tu fais de l'argent, tu n'en faisais pas, ou tu en fais beaucoup plus. Fait que travailler au niveau de ses marges, au niveau de ses prix, là, tous les ans. Oui. Il faut les augmenter. Oui. Puis le plus qu'on peut. Oui. C'est ça, si on est dans un domaine là, que notre produit n'est pas distinctif, mais là, c'est un peu difficile. Mais de chercher à avoir une offre distinctive ou encore unique, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que c'est là, au niveau du prix, on peut aller chercher une marge de manœuvre beaucoup plus intéressante. Mais si on n'a pas cet élément de distinction-là, puis on est un parmi les autres, bien là, on est uniquement compétitif. Fait que là, on va être comparé sur une base de prix, de tarification. C'est quand les gens disaient « j'ai pas le choix, il faut que je charge. » Je suis pris dans une guerre de prix, mais c'est parce que tu n'as pas trouvé ta proposition de valeur unique, right? On s'entend? Voilà, tout à fait. Carrément, on est là. Fait que oui, le prix est important. D'autant plus, tu sais, moi, j'ai des clients qui ont de la main-d'œuvre, pas de la main-d'œuvre, mais je veux dire matières premières, comme mettons de l'acier ou ne serait-ce que dans l'alimentaire, le bœuf, qu'il faut avoir un prix qui va être modulé en fonction de ta matière première, ce qu'elle coûte. Et les gens ont été trop passifs, tu sais, et ils attendent. Et là, finalement, c'est directement dans le poche qu'ils vont perdre cet argent-là. Fait qu'il y a la notion de contrôle de coût parce que souvent, les organisations vont beaucoup focusser juste sur le mot revenu. Mais si tu fais une croissance et pas rentable puis que tu es en faillite technique, là, c'est quoi le but? Tu sais, puis j'en vois tellement d'entreprises qui font ça puis que finalement, il ne s'est pas payé de salaire puis ils croient toutes les œufs sont dans le même panier. Fait que qu'est-ce qu'on propose pour ça? Tu sais, comment? Parce que souvent, ça arrive dans les petites entreprises. Régulièrement. Tu dois voir ça. Fait que comment quelqu'un se sort de ça? On coupe l'entreprise en deux. OK, dis-moi. Pour vrai.
OK. Donc, l'idée, c'est quand on arrive dans une genre de situation comme ça, c'est parce que Oui. souvent, l'entreprise s'est développée organiquement en acceptant beaucoup de choses. En Tellement. acceptant C'est une bonne plein femme. de produits, services, des situations qu'on ne voulait même pas aller vers là. Fait que, tu sais, c'est comme passer la gratte. Il arrive un moment, il faut dire, OK, non, c'est fini, là. Puis c'est là qu'il faut remettre en question les fondements, puis etc. Puis le nombre de fois où des entreprises, exemple 15, 20 employés, qui faisaient plus d'argent, que j'ai coupé en deux. On s'entend. J'ai fait les recommandations, puis Oui, l'entreprise, oui. l'entrepreneur a pris les actions finalement, mais de couper l'entreprise en deux pour se recentrer sur son core business, sur ses zones d'excellence, sur son offre distinctive, couper tout ce qui ne cadre pas. Avec ça, ça demande du courage. Mais une fois que c'est fait, puis là, il y a plein d'offres qu'on faisait, qu'on ne fait plus. Puis là, on est concentré sur notre niche. Là, la croissance est intéressante. Là, les marges sont intéressantes. Mais souvent, on néglige parce qu'on a peur. Ouais, mais là, on va perdre des clients. Ouais, puis. Non, mais tu ne fais pas une scène en bout de ligne. Non, exactement. Faut que tu mises sur les excellents. Il ne faut pas que tu mises sur tous les clients. Oui. Il y a tout le temps un 15 de moins bons clients qu'on devrait flusher à tous les ans, finalement, au global, mais on ne fait pas ce ménage-là. Mais c'est la même chose au niveau de notre offre. Il y a des produits, des services, c'est de valider. Y a-t-il une synergie? Est-ce que ces produits-là me permettent de vendre mes produits à valeur ajoutée ou non? Oui. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de synergie entre les produits, puis ça ne nous amène pas ailleurs en fonction de notre développement, flush. Oui. On passe à une autre chose. Donc, il y a beaucoup de décisions, de remise en question. Des fois, on garde des employés parce qu'on dit on n'a pas le choix, il faut servir tel type de client. T'as peu. On n'a pas le choix, là, ça, tu sers-moi pas ça. Là. Oui. Donc, on va revenir à la base. C'est là que l'Alexandre va arriver dans son avec le 2x4 qui approche. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, de revenir sur ces bases-là puis de dire, OK, mettons que ça, tu n'avais plus ça. Ça. Oui. C'est quoi l'impact? Oui. Là, il y a une game de chiffres aussi, mais il y a une game de ressources puis de disponibilité. Puis là, tout d'un coup, on vient de rendre disponibles des ressources supplémentaires ou on vient d'augmenter considérablement la rentabilité ou le cash flow de l'entreprise. Et ça vient de diminuer un stress et une surcharge mentale qui est tellement présente actuellement dans les organisations. Tout à fait. Fait que, tu sais, souvent, juste en identifiant les différentes sources de problématiques, là, oui. Puis en regardant le dénominateur commun, souvent, c'est parce que c'est en lien avec des produits, des services ou des employés qu'on ne devrait pas avoir. C'est tout le temps ça. En fait, moi, ce que je remarque, c'est que le niveau de tolérance, les gens... Tu sais, puis c'est là que moi, j'ai le mot « histoire d'hypercroissance ». Mon slogan, c'est « humaniser l'hypercroissance ». Puis c'est pour ça que j'ai parti ce podcast-là, parce que j'étais tannée de penser que si tu veux faire de la croissance accélérée, c'est comme si tu négligeais les gens. Mais tu négliges pas les gens. Tu prends des bonnes décisions, puis tu es focus. Puis moi, j'appelle ça la théorie du jaune d'œuf, blanc d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est sur quoi tu te concentres. Puis le blanc d'œuf, oui, il peut en avoir un peu, mais comment tu vas être reconnu, sur quoi tu te concentres, etc. Puis j'ai un client, en fait, j'avais un client à l'époque que j'avais accompagné qui, lui, avait investi énormément dans son entreprise manufacturière. Puis les marges, c'était carrément effrité. Là. Il avait tellement investi, puis tout ça. Puis là, il était là, my God, il faut que j'aille chercher Il était dans l'imprimerie, il faut que j'aille chercher du pied linéaire, il faut que j'aille... Et tout ça. Et là, on a commencé à regarder les clients pas payants. Fait qu'on a juste commencé à mettre les 10 clients pas payants à tous les mois. Tu fais pas une scène. Bien, on dit, c'est quoi? Puis lui, il était dans un modèle un peu de business récurrente. Donc, les gens qui rappelaient. Fait qu'on s'est juste donné le mot d'ordre de dire, bien, c'est quoi? Ces 10-là pas payants. Le prochain fois qu'ils appellent, on charge le double. Fait que s'ils veulent travailler avec nous, on va vraiment faire de l'argent, on va les transformer. Sinon, ils sont out. Exactement. Bien, la marge brute est passée de 22 à 48 % en une année. C'est acheté une Tesla, la pression a baissé, il était super content, la vie est belle, il était content de ses investissements. Fait que ce qu'on démontre ou ce qu'on dit par ces exemples-là, c'est il y a une responsabilité de faire les bons choix. Puis moi, je pense que c'est ça ta grande force. C'est, quand tu parles de 2x4, c'est quoi le 2x4? Là? C'est où qu'il faut que tu fasses un coup de 2x4 pour que ça change? Exactement. Ça prend du courage managérial, puis c'est dur. Bien, ça prend du courage, mais c'est là, comme entrepreneur, il faut apprendre à prendre les bonnes décisions puis à poser les bons gestes. Oui. Mais souvent, on laisse aller certaines situations quand il faut revenir puis recadrer. Puis souvent, c'est de cette façon-là que j'interviens dans les entreprises pour cibler justement sont où les difficultés, les problématiques, puis voici ce qui doit être fait. Oui. Fait que là, il y a une question d'impact puis de répercussions. Oui. Mais il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Tellement, tellement. Et les entreprises qui tombent dans un mode de tolérance,
Puis, tu sais, parce que, tu sais, on a tellement eu peur. Là, il y a comme eu toute l'histoire de la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, oh non, puis on n'a pas le choix, puis j'ai pas le choix de garder, j'ai pas le choix de garder, j'ai pas le choix de garder. Moi, mes entreprises qui sont vraiment en hypercroissance, là, ils ont tolérance zéro à l'incompétence, d'abord. Et ils vont investir dans le développement de leurs gens. Puis oui, ça prend du courage, mais ils vont y prendre des décisions difficiles. Fait que toi, je te vois un peu comme un accélérateur de ces décisions-là difficiles, un peu. C'est un peu ta grande force, non? Tout à fait. Puis tu sais, les pommes pourries, il faut les flusher. Mais c'est vrai au niveau de tout dans l'entreprise. Autant les ressources humaines que les outils, au niveau des processus, qu'au niveau des ressources financières, matérielles, etc. Tu sais, il faut faire du grand ménage. Puis souvent, les gens n'osent pas le faire. Oui. Fait que souvent, les gens que j'accompagne, mais je les oblige à faire du ménage aussi, puis dire, là, arrête de te faire des histoires, là. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut que tu changes. Tu sais. Parce que « What you got here won't get you there », le fameux livre de Marshall Goldsmith. Puis tu sais, c'est que des fois, on surfe trop. Puis tu sais, c'est quoi le pourcentage? 51 des entreprises au Québec ont de 1 à 4 employés. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? Puis tu sais, c'est comme... Ça dépend des régions. Ça dépend des régions, puis tu as seulement 0,3 qui ont 500 employés et plus. Fait que l'opportunité de croissance, quand moi je regarde ça, elle est énorme. Mais les gens ne savent pas comment. C'est ça. Ils sont tellement pris dans les opérations. Oui. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi puis moi, l'idée, c'est les prendre, les sortir des opérations, voir les choses autrement, voir de plus loin, voir de façon stratégique. Puis après ça, les aider à les aligner. Ils prennent les bonnes décisions. Puis là, tout d'un coup, leur situation s'améliore. Puis ils réalisent, « Ah, mon Dieu, je pourrais peut-être penser à doubler finalement. » C'est ça. Mais c'est d'y aller étape par étape. Mais si on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment, alors on freine le potentiel de développement d'entreprise puis l'impact sur le moyen long terme. Exactement. Mais ça prend une volonté de la part des entrepreneurs de vouloir justement changer. Parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts aussi. Mais c'est pour ça que moi, mes 2 critères que je dis toujours, tu sais, quand je suis en recrutement, mettons pour mon mastermind et tout, je cherche des entrepreneurs qui ont l'humilité de se faire aider, parce que sinon, s'ils savent tout, ils connaissent tout. Mais je veux des ambitieux. Tu sais, je veux pas moi, l'entrepreneur, là, il est très humble, mais ça va bien de même, puis on ne change rien, puis on n'a pas de croissance. Ma valeur n'est pas là. Tu sais, on veut grandir, on veut apporter. Puis souvent, ils ont des mines d'or de produits ou de services. C'est extraordinaire. Ça fait 15-20 ans qu'ils font ça, mais tu sais, c'est comme justement, ils n'ont pas su. Fait que tu sais, je pense que tu amènes des bons points de réflexion de dire où vous en êtes dans votre parcours, c'est quoi l'évolution que vous devez faire, c'est quoi la prise de conscience, et c'est là que ton livre 2x4 peut être une belle initiation à cette réflexion-là. Tout à fait. Pour les aider justement à réfléchir sur certains éléments en disant, OK, oui, il y a ça qu'il faudrait que j'améliore. Oui. Après ça, go, passer à l'action. Oui. Et là, je voulais parler, le fait que tu sois là, je voulais parler des grandes tendances. Parce que là, on a parlé un petit peu plus de la mécanique, la croissance, ces choses-là. Mais tu sais, je pense que toi puis moi, on a le même... on est fascinés par les grandes tendances. J'aimerais ça qu'on ait juste une discussion, qu'on en jase, de dire comment tu vois l'impact de l'intelligence artificielle? Comment tu vois l'impact du travail hybride? Qu'est-ce que tu observes? Au niveau de l'intelligence artificielle, pour commencer par là, il y a autant d'opportunités que de menaces. OK. Mais comme entrepreneur, c'est-à-dire comment je peux utiliser cette intelligence artificielle-là à bon escient. Mais ça serait faux de croire qu'on sait qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans, même dans 5 ans. Oui. Fait que l'idée, là, c'est de créer un alignement pour dire qu'est-ce que je veux regarder? Qu'est-ce que je veux mettre en application? Sur quoi? Sur quoi je veux miser? Mais c'est de regarder en fonction de qu'est-ce que je veux avec l'entreprise. Puis après ça, on va trouver les bons outils pour y parvenir. Pas nécessairement choisir un outil puis se dire, OK, c'est vers ça que je veux aller. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux avec l'entreprise? Vers où je veux m'en aller? Puis on va utiliser les bons outils pour ça faire. Mais un outil, l'intelligence artificielle, j'ai dit, c'est un outil. Oui. Il ne faut pas miser notre stratégie là-dessus, à part si notre entreprise, c'est de développer de l'intelligence artificielle. Mais sinon, ça reste un outil. Donc, il faut le mettre en place en fonction de nos processus, en fonction de nos développements, dans un souci d'optimisation, d'efficience au niveau du développement de ces affaires. Après ça, il faut beaucoup considérer aussi le côté humain. T'sais, il va y avoir beaucoup de gestion du changement, beaucoup de postes qui vont évoluer aussi. Fait que c'est quoi notre stratégie de développement des compétences au niveau de notre entreprise? Vers où qu'on va avec nos ressources humaines? C'est super important. Puis quand je parle d'humanisation, oui, j'aime ça. Dans chaque tendance, il y a une contre-tendance. Fait que quand on parle d'intelligence artificielle, la contre-tendance, c'est beaucoup
l'humanisation. Donc, il y a plein de choses où, encore, les gens, les consommateurs, ne sont pas prêts à aller directement avec l'intelligence artificielle. Fait que ça peut devenir un élément de distinction impressionnant pour une entreprise. Donc, il faut miser là-dessus aussi. Oui. Puis surtout une petite entreprise. Tu essaies de te battre contre les grands géants de ce monde, puis avec leur système automatisé, puis essaie de te battre contre Amazon. Oui, c'est une machine. Là. Puis le service, ça coche, puis avec l'intelligence artificielle, puis bon. Mais comment tu peux prendre ça puis le revirer complètement de bord? Dire, moi, comme entreprise, je veux miser sur l'être humain dans mes services avec la clientèle, dans mes suivis. Mais comment je le fais? Je vais utiliser des outils pour me supporter, mais ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser, ça, pour le mettre de l'avant. Donc, il faut pouvoir doser à ce niveau-là. Je te comprends tellement. Puis, tu sais, dans le fond, moi, j'essaie toujours de, justement, vulgariser, simplifier les concepts. Puis, je dis tout le temps, quand tu regardes, mettons, les différents modèles d'affaires qui sont en croissance, tu sais, mettons qu'on ramène ça à sa plus simple expression, on dit tout le temps, il y a trois grandes avenues. Il y a des modèles d'affaires où ils vont avoir vraiment axer sur l'innovation. Il y en a d'autres, ça va être l'excellence opérationnelle. Puis il y en a d'autres qui vont être vraiment centrés sur le client. Mais aujourd'hui, les organisations qui n'ont pas d'éléments distinctifs ou de structure ou de réflexion stratégique, ils vont essayer de tout faire. On va faire un petit peu d'innovation, on va faire un petit peu d'intelligence artificielle, mais ils n'ont pas de but pour ultime, comme tu nous expliques. Après ça, ils vont dire « Ah, moi, je suis très bon dans le service client. » Ah oui, t'es bon dans le service client. Ils ne mesurent pas pantoute, puis ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Puis, by the way, il faut que j'améliore mes processus. Puis là, ils améliorent tous les processus. Tu arrives au bout d'un an, puis ils en ont amélioré 3 sur 10, puis c'est même pas les principaux. Fait que moi, je dis tout le temps, puis ce que tu amènes là, je reviens à mon jaune d'œuf, c'est sur quel élément qui est central à notre croissance. Fait que ça, on dit, nous, on a toujours été bon dans le service, dans l'expérience, l'approche, la proximité avec nos clients. Bien, ça devient ton cheval de bataille pour le futur. Utilise l'intelligence artificielle pour venir supporter ton positionnement stratégique. Et ça, souvent, là, ça prend un travail de réflexion de fond. Oui. Puis souvent, les gens pensent que leur core business, leur cœur, leur zone de génie est à quelque part, puis ils s'arrêtent là, au lieu de continuer à gratter. Oui. Puis souvent, justement, je sais que tu utilises des outils pour ça aussi, mais l'idée, c'est de continuer à gratter avec eux autres pour aller chercher l'étincelle de génie de l'entreprise. Oui. Puis moi, souvent, j'aide des entreprises à faire des mutations entrepreneuriales pour revenir à cette simple expression-là de l'entreprise, à la base, pour dire, OK, mais au lieu de continuer ton entreprise avec une évolution standard, là, ce qui est prévisible, si on vient à la base, puis on crée une étincelle avec ça, puis on crée une mutation, on va te rajouter un bras là, ou un œil dans le front, on va te couper une jambe, là, mais on crée une nouvelle trajectoire pour le développement de l'entreprise. Fait que là, c'est une innovation, mais en revenant sur les fondements d'entreprise, puis en allant sous forme d'hypothèse, de tests au niveau du développement. Fait que quand on revient là-dessus, on peut créer une nouvelle entreprise complètement. Oui. Ou carrément, parce que je l'ai vu, je l'ai fait moi-même dans les dernières années, décider de scraper une entreprise, un modèle d'affaires qui fonctionnait, etc., pour miser sur autre chose. Parce qu'on est revenu à la base sur certains éléments. Puis ça, c'est essentiel, mais ça prend l'humilité aussi de remettre en question le statu quo, remettre en question la trajectoire qu'on avait prévue initialement. Oui. Parce que le monde va vite, justement. Le monde va vite. Puis veux-tu nous partager justement ton expérience personnelle? Dans les dernières années, moi, j'ai décidé de faire du ménage. J'ai passé de quoi dans ma vie personnelle qui a fait en sorte que on remet en question des acquis, on remet en question certaines choses. Fait que j'ai vendu, parce que j'étais propriétaire encore de quelques entreprises, fait que j'ai vendu mes parts de mes entreprises. Il y a un de mes associés dans la clinique d'accompagnement entrepreneurial que j'ai racheté finalement, mais je l'ai racheté pas pour continuer à la faire progresser. Je l'ai racheté pour la fermer. OK. Parce que moi, comme entrepreneur, j'y trouvais plus mon compte, ça me tentait plus, je voulais plus opérer cette entreprise-là, plus la développer non plus. Puis je voyais que les besoins dans le marché avaient changé aussi. Fait que j'ai décidé de fermer cette entreprise-là puis me reconcentrer. Mais quand je suis revenu à la plus simple expression des zones d'excellence de cette entreprise-là, mais aussi de moi, c'était quoi? De la création et de la diffusion de contenu adapté, pratico-pratique pour les petites entreprises. Je suis revenu là. Puis après ça, OK, ça va être quoi mon nouveau modèle d'affaires? Comment je vais le faire? Est-ce que je veux avoir une équipe ou pas? Est-ce que je veux continuer à progresser de cette trajectoire-là ou non? Puis
c'est quoi le modèle d'affaires de transition, puis vers où, pour avoir un meilleur impact, finalement, sur le plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce qui est payant? C'est quoi? T'sais, tout revoir les fondements du modèle d'affaires, mais en revenant à l'essence même de la zone d'excellence. Puis là, après ça, on redéveloppe. Oui. Mais ça, c'est important. Puis en fait, c'est là que tout prend son sens. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se sont égarés de leur sens profond. Puis moi, quand je dis toujours connecter la tête avec le cœur, c'est ça. Moi aussi, j'ai vécu des choses personnelles, tu sais, pas faciles et tout. Puis là, c'est que tu reviens, tu sais, que des fois, c'est le coup de 2 par 4 qui te permet de revenir à la base. Là, on dirait que comme humain, c'est ça qui nous oblige. Fait que, tu sais, il y a toujours un côté positif à recevoir un coup de 2 par 4. Mais c'est qu'est-ce que tu en fais de ça, par exemple? Puis de ne pas avoir peur de faire ce changement-là. Mais par contre, lorsque je vois des gens comme toi qui sont capables de le faire puis d'aller à cette essence-là, c'est là qu'on retrouve l'épanouissement. Puis l'entrepreneur, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont épanouis. C'est là qu'on recommence à faire des choses où on prend nos décisions vraiment avec « qu'est-ce que j'ai le goût de faire là? Oui. Comment je peux avoir du fun, du plaisir? » Oui. Puis souvent, on accompagne des entrepreneurs qui ont perdu un peu ce goût-là dans leur entreprise parce que ça ne les ressemble plus, puis etc. Puis c'est correct. Mais souvent, comme moi, j'en accompagne plusieurs présentement qui sont dans un stade de vendre leur entreprise. Oui. Parce qu'ils sont rendus là, puis parce que l'entreprise a pris une trajectoire dans le développement qui ne leur correspond plus personnellement. Puis ça devient comme un fardeau de travailler. Oui. Tandis que là, c'est comment qu'on peut faire pour que ça redevienne le fun? Dans quelles conditions? Oui. Toi, et où ta place? Es-tu là-dedans ou c'est à l'extérieur? À l'extérieur. C'est quoi le rôle que tu veux assumer, que tu veux avoir? Fait que tu sais, il faut revenir sur ces fondements-là pour pouvoir refaire jaillir l'étincelle, je vais le dire de même. Parce que quand tu n'es pas épanoui, bien, ça apparaît. Si tu es épanoui, ça transparaît. Exact. Fait qu'il faut revenir à ça. Oui. Là, après ça, il y a une question de modèle d'affaires, mais il y a aussi une conviction profonde qu'on se doit de remettre en lumière, qu'on se doit de remettre à jour. Être en cohérence avec sa raison d'être, Tout notre à fait. ADN et tout. Et ça m'amène à une discussion un peu qu'on avait avant. Tu sais, moi, je me suis perdue dans mon modèle d'affaires dans les dernières années. Parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai parti ma pratique, tu sais, des coachs, il n'y en avait pas tant que ça. Puis moi, j'étais quand même certifiée Scaling Up des États-Unis. J'ai les droits d'auteur francophone du livre, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde écrit des livres. Tout le monde, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils vont mettre là, ce qu'ils mangent au déjeuner, au dîner, au souper. Je suis... et moi, j'ai dit, garde, je pense que j'ai un contenu. Je me suis inspirée des personnes qui étaient dans le online. J'ai commencé à suivre Brendon Burchard aux États-Unis. Tant qu'à faire les choses, on va le faire de la bonne façon. J'ai fait mes formations en ligne, ça, même avant la pandémie. Je dis, je vais faire un virage en ligne parce que je vais avoir un plus grand impact. Pour finalement me perdre, avoir un haut de cœur de réaliser que les gens qui sont présentement... c'est un coach pour n'importe quoi, là, mais puis il y en a qui ont des très beaux marketing, qui vont être très présents sur les réseaux sociaux, mais tu grattes un peu, puis c'est une coquille vide. Là. Ils ont zéro contenu, zéro expérience. Comme toi puis moi, on va avoir 15 ans qu'on a travaillé à des 60-70 heures, accompagner des entreprises, vouloir offrir du concret, offrir des outils. Fait que moi, j'ai vécu dans les dernières années cet écœurant titre-là aigu de « Urk ». Puis je me suis vraiment posé la question, je quitte-tu le coaching? Tu sais, c'est une question où je me suis dit, regarde, peut-être que je devrais faire carrément autre chose. Mais finalement, avec le cancer, la réflexion, tout ça, je me dis, hey, j'aime vraiment ce que je fais, mais je vais le faire dans ma niche, je vais le faire underground, je vais continuer à faire ce que je fais bien, puis j'irai pas faire des publicités qui me ressemblent pas, puis des affaires qui me ressemblent pas, puis tough luck. Tu sais, c'est comme... Là, je te dirais que je suis en paix avec ça, mais ça m'a quand même pris 3 ans à essayer de me chercher. Puis plus je cherchais, plus je m'éloignais de mon why. Fait que c'est pas facile, ça, non plus. C'est pas facile, mais tu sais, tu as raison de dire, je me concentre sur ma niche, ceux qui veulent réellement, puis les autres, excusez-moi, fuck off. T'sais. Oui, exact. C'est super important de revenir à cette essence-là. Puis c'est facile de se laisser entraîner dans... à essayer parce qu'ils ont l'air d'avoir plus de succès, etc. Moi, je les appelle les pseudo-coachs ou les pseudo-experts qui, écoute, du jour au lendemain, c'est rendu théoriquement des professionnels en coaching. Puis, ça fait 3 mois qu'ils ont parti leur entreprise. Bien, c'est ça. Puis qui auraient 3000 clients, puis etc., qui font 20 millions par année. Puis, mais tu sais,
entre l'image et la réalité, des fois, il y a un écart entre les deux. Puis, tu sais, la vraie satisfaction, c'est toi, les gens que tu accompagnes. Oui. Y a-tu un impact? Oui. Est-ce qu'ils sont fidèles? Est-ce qu'ils veulent? Est-ce Oui. qu'ils continuent à te référer, à faire affaire avec toi? C'est ça qui est important. Oui. Moi, la première fois, j'ai écrit sur les pseudo-experts, Oui, je pense oui. dans mon premier livre. Là. Fait que 2015-2016, j'avais un chapitre là-dessus. Je m'en rappelle. Là. Puis c'est justement ça, parce que là, ils poussaient tout. Oui. Mais moi, depuis 2014, je pense que je fais de l'accompagnement à distance. OK? Puis avec des programmes en ligne, puis en présentiel aussi, etc. Puis il y en a qui me découvrent encore aujourd'hui, quand ça fait un peu comme toi, 15 ans Ben oui. que je fais ça. J'ai une dizaine de livres publiés par des maisons d'édition, pas juste auto-publiés, Oui, c'est mis sur ça. Amazon, puis je suis rendu je suis rendu avec un best-seller. Oh non, attends un peu. Ouais. Il y a comme, tu le sais, là, Il y a une histoire, il y a un vécu. il y a un nombre Ben de oui. copies vendues, il y a un livre. Tu sais, il y a toute une histoire avec ça, puis il y a du vécu. Fait que, tu sais, l'instantanéité que certaines personnes ont l'air à avoir en termes de succès, Ouais. souvent, 15 ans plus tard, Ils sont plus ils là. sont plus là. C'est ça. Des fois, 2 ans plus tard, ils sont Ouais. plus là. Ouais. Ou ils ont changé leur fusil d'épaule parce qu'ils font plus ça parce que ça n'a pas marché. Ouais. Puis ceux que ça a marché un certain temps, bien là, des fois, il y a comme une espèce d'entraînement de type de clientèle qui fait en sorte que c'est peut-être pas tout à fait adéquat. Il y en a qui ont du succès, puis ça va bien. Là. Tant mieux. Ben oui, tant mieux. Exactement. Mais il y en Et a c'est combien juste- qui perdurent 15 ans? Ben, c'est ça. Là, ces gens-là, ils ont un historique, un track record, puis il y a du concret. C'est pas juste une coquille vide. Oui, exactement. Exactement. Mais sauf qu'aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a plus. Tu sais, aujourd'hui, vu que tu fais tes choix sur TikTok, ben, tu sais, c'est comme la personne qui va se démarquer ou, tu sais, c'est le instant success, là, tu sais, qui est là, qui est présent. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai compris à un moment donné, je dis, OK, moi, j'ai ma valeur, je peux apporter quelque chose de concret. Et où cette semaine, j'ai été en Beauce voir un client. Ben, tu sais, qu'elle m'écrive un message sur le mastermind puis dire, hey, tu m'as craqué à bloc, ça valait le déplacement. Exactement. Ça, That's c'est it. gratifiant. C'est ça. Mais c'est ça notre paye aussi. Oui, tellement. Parce moi, que c'est juste ça. Il y a un succès, il y a une amélioration. Oui. C'est pas des conseils vides. C'est pas juste poser 3-4 questions en attendant que l'autre prenne ça puis Oui. fasse du développement personnel. C'est pas juste ça. Là. Oui. Il y a un réel impact au niveau de l'entreprise. Oui. Fait que, tu sais, dans ce qu'on fait, on n'est pas grand public. Non. Puis quand tu l'as compris puis tu restes concentré sur ta niche, là, il y a un impact. Puis là, whoop, il y en a qui te découvrent au fur et à mesure. C'est Ça donne parfait. du sens. Exactement. Oui. Parce qu'on bâtit brique après brique. On Oui. n'essaye pas de mettre le gros château. Je fais pas un puis- gros show de boucan. Ben non, exactement. Oui, Puis c'est du concret. exactement. J'adore ça. Alexandre Vézina, dans 10 ans, il va être où? Très bonne question. Très bonne question. Je suis en train de racheter justement une entreprise présentement dans la région de Québec. Fait que je suis dans un processus là, de rachat graduel. Fait que je vais m'impliquer, mais je vais continuer à faire de l'accompagnement entrepreneurial. Mais là, mon niveau d'adap, ça fait bizarre. Là. Dit de même un peu, mais j'aimerais ça être aussi romancier. Ah, ben écoute, un talent pour l'écriture. Mais romancier entrepreneurial. Ça, j'aime ça. Un genre de Patrick Lencioni qui écrit ses fables là, pour te faire réaliser des choses, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Je te vois tellement faire ça. Ben écoute. Ben, le premier est rédigé. OK! OK? Je suis dans les derniers là, éléments, mais moi, OK. j'aimerais ça que être connu et reconnu pour ça éventuellement. ça. Tu sais, le côté entrepreneurial, pour moi, c'est super important. C'est Puis ton être dada. stratège d'affaires, puis etc., ça va toujours continuer. Mais rajouter cette petite branche-là là, sur le côté, C'est ton mon petit grand bébé. là. plaisir. Ouais. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire à notre auditoire, dans le fond, les gens qui nous écoutent, qui sont importants, tu sais, qui seraient importants à ton point de vue qu'on n'aurait pas couvert aujourd'hui? Pas nécessairement pas couvert, mais tu sais, ben, peut-être un peu. Soyez proactif. Oui. Attendez pas que les choses se passent, attendez pas. Il faut provoquer les occasions. C'est vrai au niveau de la business, mais c'est vrai au niveau personnel, dans nos aspirations, etc. Donc, de faire une réflexion, puis de ne pas attendre que les choses se passent, mais nous-mêmes aller de l'avant, puis provoquer les occasions, provoquer les actions, pour toujours être en cohérence avec notre plan de match. C'est Oui. sûr, avec notre vision, avec notre mission, avec nos aspirations, puis toujours en cohérence avec nos valeurs. Voilà.
c'est de valeur, mais l'entrevue est déjà terminée. J'aurais pu parler des heures et des heures avec toi. Merci infiniment, Alexandre, de ton partage en toute authenticité. Ça me fait du bien de te parler, qu'on soit capable de parler vrai, parler de la réalité des entrepreneurs. J'espère que ça a allumé quelques entrepreneurs à dire, regarde, là, il est temps que je regarde mes chiffres, il est temps que j'aille du courage, il est temps que... Et on va mettre toutes les informations par rapport à toi, dans le fond, dans les notes de l'épisode. Donc, si les gens veulent aller plus loin, apprendre à te connaître, ben ça va être disponible. Et tu es très actif aussi sur LinkedIn, donc c'est une belle façon également de te rejoindre. Hein? Tout à fait. Alors, je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.